nous on est prêt, ça tourne ici. Oui. Je suis le professeur Kiangu Sindani, docteur en histoire, professeur d'histoire à l'Université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Et je m'intéresse à l'histoire sociale de ce pays avec plusieurs thèmes de recherche comme la période coloniale, la traite négrière, l'évangélisation et j'en passe. Le texte que je présente aujourd'hui, je l'ai intitulé « Civiliser le Congo belge, de la coercition à la persuasion ». Dans le présent texte, je revisite un certain nombre de textes que j'ai publiés ou non, des textes antérieurs. Le premier est intitulé « Léopold II entre la gare de Kinshasa et le musée royal de Tervuren, bienfaiteur ou fondateur ». Un texte que j'ai publié dans un livre qui est apparu en Roumanie. Le deuxième texte est intitulé Le meurtre de Vansas à Yelengue, dans le district du Kwango oriental, en juin 1904. Et le troisième texte porte justement sur la problématique de la civilisation du Congo belge que j'avais donné comme lecture à l'Université catholique de Leuven il y a bientôt 6 ans. En effet, l'impact de la colonisation sur le Congo contemporain est si profond qu'il m'a poussé à me poser la question suivante. Pourquoi et comment la Belgique a transformé les Congolais? En aval, la capture de cette nouveauté que nous apportait la Belgique invite une autre question. Comment cette transformation a été utilisée par les Congolais comme le lit à leur soif d'émancipation? En effet, coloniser, c'était certes mettre en valeur la terre, mais aussi c'était organiser, transformer les indigènes. Et ainsi, l'effort de civiliser devint le point d'intersection entre la politique indigène du gouvernement, la mise en valeur par les commerçants et l'évangélisation des missionnaires dont le message était celui de l'émancipation et de la libération. Ce travail dit de civilisation représenta finalement la contradiction même de cette colonisation, car plus on s'évertuait à exploiter le Congo et donc à transformer les populations, celles-ci étaient mises en état de prendre leur propre envol, puisque finalement convaincues qu'elles pouvaient le prendre. En d'autres termes, on pourrait résumer en disant: la colonisation fut une œuvre intelligente et totalitaire, mais sa logique civilisatrice portait les germes de sa propre destruction. Quand on parle de la colonisation, la tendance est de ne voir que, ou essentiellement, l'aspect économique, à savoir les richesses à tirer du Congo, et donc les actions et les moyens à y affecter. Les chercheurs accordent peu d'attention aux Congolais, à propos desquels quelqu'un avait dit, je cite, « Il n'existe pas de colonisation sans les Noirs ». Une œuvre de civilisation, c'est-à-dire de transformation radicale, ayant pour but de les adapter à l'œuvre de la colonisation au titre de main-d'œuvre, puis de consommateurs, fut donc destinée
à leur endroit. Et dans ce travail de transformation, l'on a trop souvent mis l'accent sur l'aspect coercitif qui incarnait la chicotte. En fait, ces résultats furent dérisoires. C'est plutôt tout un travail à la limite de la psychologie sociale et fondé sur la persuasion qui permit d'installer le Congo, d'installer de façon durable les indigènes sous l'autorité des fonctionnaires et agents de l'administration du Congo belge. En revue, si vous voulez, la période léopoldienne où civiliser équivalait à instaurer ce qu'on appelait la logique coloniale, c'est-à-dire réduire toute volonté de résister à une mise en valeur autoritaire. La conférence de Berlin 1885, en agréant l'État indépendant du Congo, l'EIC, visé par Léopold II, sonna le glas pour les sociétés congolaises. La colonisation et la décolonisation de ce vaste territoire furent alors une longue période de guerre continue, une crise permanente, 80 ans de résistance primaire contre la présence étrangère et de résistance secondaire contre le système ou certains de ses aspects trop rigoureux. À partir de 1874, année de la grande expédition de Stanley, servie par 300 zanzibaristes bien armés, Léopold II, par le biais du comité d'études du Haut-Congo, qui créait des postes et accaparait des terres, puis l'Association internationale africaine et l'Association internationale du Congo, Léopold II, disais-je, s'efforça sur le plan officiel de s'insérer dans les circuits des compétitions commerciales assurant la distribution des produits européens exportés tels que les étoffes, les armes, la poudre ou les alcools. Sur le plan pratique, il entreprit d'imposer la souveraineté du Comité d'études du Haut-Congo et de l'Association internationale du Congo. Cela inaugura une période de guerre de conquête qui ne se termina qu'en 1893 quand les colonisateurs, c'est-à-dire Stanley, Wolfe, Huysmans, Van Kerkhoven, Le Marinel, Vangel, Franqui et j'en passe, quand ils se convainquirent que tant les Arabes, tels que Tipo Tip et ses alliés du Maniema, Mahara dans la cuvette centrale, Rachid, Rumaliza, Bouananzig, etc., les Arabes, mais aussi les Noirs, tels que Ngaliema, qui était au Poul, Munyanya, qui était à Isangila, les Songo et les Kutu au Kasaï, Mweneputu Kasongo Kwango et Mouchid Ngelengwa au Katanga, quand ils étaient convaincus donc que tout ce monde avait enfin compris la logique coloniale, c'est-à-dire que devait être exclue quelque résistance ou indépendance que ce soit, si minime fût-elle. Et l'exécution de Ngongole Teta le 15 septembre 1893 mit fin à cette ère de conquête dont le but était une union parfaite du territoire plutôt qu'une libération civilisatrice d'une tyrannie exercée par les chefs locaux ou les esclavagistes arabes, puisque c'était ça la raison qui était avancée officiellement. Ce projet ne pouvait que rendre persistants les rapports de violence, puisque l'on ne pouvait empêcher les Congolais, tant ceux traditionnels que notamment ceux armés par le nouveau pouvoir, d'avoir des intérêts qui, bien souvent, allaient à l'encontre de la nouvelle organisation de l'espace imposé par l'État indépendant du Congo. Ce fut l'ère des rébellions
qui était subséquente non seulement au traitement en esclaves réservé aux vaincus, largement réquisitionnés pour le portage, pour les travaux de construction des routes, des factoreries, des missions, des postes, mais aussi pour l'évangélisation et l'instruction, mais en même temps, c'était subséquent aux changements sociaux tels que des chefs, plutôt des esclaves qui devenaient des chefs, et aux maladies endémiques induites, mais qui jusque-là étaient inconnues, telles que la maladie du sommeil et la variole. L'autorité de l'État fut directement menacée par les mutineries de Louloabourg en 1895, par la mutinerie de la colonne d'Anis en 1897 et du fort Shinkakasa en 1900, mutinerie dite des Batetela, qui était une ethnie très sollicitée par la force publique, mais elle fut aussi menacée par les réactions violentes parmi les Mbouja en 1898, de 1898 en 1905, par les Andés, 1895 à 1904, les Boa, qui étaient en rébellion de 1895 en 1906, les révoltes Tonga Tonga au Sankuru de 1904 à 1921, ainsi que les sectes et associations secrètes telles que Marie Ankoï chez les Ekonda en 1915 et les Agnoto dans les Hauts-Arouimi, qui a été si bien mise en scène dans la bande dessinée Tintin au Congo par Hergé. Toutes étaient initiées contre la suprématie des Blancs. C'est donc à toutes ces rébellions, ces grandes insurrections que l'on pense généralement quand on parle de résistance à la colonisation, tant ces grands mouvements étaient organisés, parfois à la manière des États-nations, et dirigés ouvertement contre l'État formel, avec des conséquences directement perceptibles. Hélas, on oublie les petites résistances très localisées qui étaient dirigées contre des situations concrètes, réagissant contre une pratique datée. Ainsi, on peut citer le meurtre de Van Sass, cet agent de la compagnie du Kasaï, par les villageois de Yélengue dans le district du Kasaï oriental en 1904, dans le district du Kwango oriental en 1904. Pour réfléchir sur cet incident et afin de privilégier l'acteur, nous avions pris l'option de prendre l'histoire sociale comme cadre de référence. Elle privilégie une histoire au ras du sol, une histoire du quotidien, une histoire du peuple et non des institutions, et adopte comme principe important d'explication ce que j'appelle l'analyse situationnelle ou la logique de la situation, dont la prémisse consiste à dire que les événements placent les acteurs sociaux devant des questions et des problèmes à résoudre. Cette révolte pointue de Yélengue matérialisait forcément une remise en question fonctionnant à la manière d'un mouvement nationaliste, plus encore que de la simple indépendance animant les grands mouvements. Et si un mouvement nationaliste oublie facilement les faveurs reçues, il n'oubliera jamais la plus petite des humiliations. En 1904, les habitants du village Yélengue Kimbata furent traités comme des agresseurs, puisque l'enquête commanditée par le vice-gouverneur général en vue de prendre des renseignements les plus précis sur les raisons, les circonstances et l'esprit des indigènes fut menée comme une opération, une expédition militaire punitive contre le village de Yélengue, comme cela est le cas en cas de révolte. Monsieur Ancio,
le substitut suppléant du district du Kwango, est explicite dans sa réponse à la 5e question du questionnaire qui avait été adressée le 8 octobre 1904 au substitut, à savoir si des expéditions militaires avaient eu lieu les 3 dernières années et leur cause. À propos de l'expédition de Yélengue, il parla d'une action de police. Je le cite. Un blanc de la compagnie du Kasaï, M. Van Sass, ayant été tué à Yélengue, au Kwilu, le gouvernement ordonna une enquête administrative et judiciaire. Le substitut du procureur d'État et un officier à la tête de 25 soldats se rendirent sur les lieux. Le magistrat fut attaqué d'un côté et blessé sérieusement au cou par une flèche. Il faillit même perdre la vie dans un guet-apens que lui dressèrent les naturels, c'est-à-dire les indigènes. L'officier fut lui-même assailli avec sa troupe dans un autre endroit. Il fallut donc, de l'avis formel du magistrat lui-même, recourir à la force. Un certain nombre d'indigènes payèrent de leur vie leur rébellion. Les coupables dans ces différentes affaires furent arrêtés et passeront en justice. Tous les chefs de cette région ont fait leur soumission à l'État avant même que la force publique quittât le champ de ces opérations. Fin de citation. Et le meurtre de Van Sass en tant que manifestation sanglante, puisqu'il y eut au moins 90 morts parmi les Noirs, et donc en tant que manifestation sanglante et légitime contre la domination, contre la violence au quotidien qui entraînait l'indigène malgré lui, dans un cycle d'occupation et de préoccupations tout à fait en dehors de ses goûts et de sa mentalité, était en fait un miroir renvoyant l'image légale violente fondant la société congolaise et kwiloise. Et pour les habitants de ces hameaux et leurs descendants, ils furent plutôt les victimes d'un système de violence au même titre que la Belgique quand elle fut conquise par les Boches, les Allemands. Ce meurtre stigmatise une certaine façon de voir, une façon de traiter les Noirs, marquée par des relations inhumaines. La frappe, le ton de la voix, les gestes pour les éloigner, la distance à faire garder par les Noirs chez les Blancs, des expressions blessantes et certaines épithètes sous la colère, la façon de gronder. En soi, il était impossible aux agents de la compagnie du Kasaï, qui étaient jusqu'alors les seuls Blancs circulant dans la région, impossible pour eux de se faire aimer à tel point par le noir que quand ils parlent des Blancs, ils les regarderaient comme leurs frères. La première critique radicale contemporaine de ce système sans foi ni loi vint d'un chercheur belge, David Van Groewijk. Nous avons ici son livre. Du sang sur les lianes, un livre qui a fait couler beaucoup d'encre quand c'est sorti il y a déjà maintenant 30 ans. Sur la mystique de Marchand que représenta l'épopée de l'État indépendant du Congo, il mit ces paroles dans la bouche de Léopold II. Je cite, « Ils auront mon Congo, mais ils ne sauront pas ce que j'y ai fait. » Fin de citation. Donc Léopold II brûla ses archives avant de céder le Congo à la Belgique. Mais il ne pouvait tout brûler, d'autant plus qu'il buta contre la résistance de sa propre administration. J'ai pu moi-même retrouver dans certaines archives la copie, une note manuscrite de Léopold II où on peut lire clairement ceci. Donc c'est une note écrite à partir de son pavillon d'Ostende le 3 août 1908. Il dit clairement
il donne l'ordre au gouverneur général, veuillez télégraphier, donc à son secrétaire plutôt, il demande de télégraphier au gouverneur général en chiffres ceci: l'administration et les agents de l'État indépendant du Congo qui ne retirent pas du roi souverain les archives lui appartenant. Personne ne peut y avoir accès sans sa permission spéciale. Renvoyez-lui toutes les archives à Bruxelles et sans délai. Mais pouvait-on retrouver toutes les archives puisque l'administration elle-même fit très réticence. Donc avec ce livre de Daniel, les privilèges et l'opulence de Léopold II cessèrent d'être traités comme la contrepartie nécessaire d'un ensemble de responsabilités sociales et morales, résumées comme la civilisation. Il ne serait donc plus digne de confiance et ne saurait être qu'un enrichissement sans cause. Sur cette lancée, un Américain, Adam Hochschild, était revenu en 1998 avec un livre qui a aussi fait sensation, King Leopold's Ghost, les fantômes du roi Léopold II. Et nous savons que ce livre a abouti à pousser la Belgique à faire toute une exposition à Tervuren. Je disais donc Adam Hochschild est revenu en 1998 sur ce qui s'était fait durant les 85 années de régime léopoldien de prise d'otages dans l'État indépendant du Congo. Il démontra dans son livre que des millions de Congolais étaient décédés de morts non naturelles consécutives à la mise en valeur du Congo. L'ivoire et le caoutchouc tirés du Congo rapportèrent 1,1 milliard de dollars actuels, lesquels servirent entre autres à construire le riche musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren, où, du 4 février au 9 octobre 2005, fut organisée l'exposition intitulée « La mémoire du Congo, le temps colonial », dont le sens consistait justement à contredire les critiques d'Adam Hochschild. En écrivant son livre, Hochschild se révolte contre son propre héritage, réuni par les siens au prix du sang des Noirs, et interpelle les historiens congolais qui restent aphones devant ce crime léopoldien qu'ils n'osent pas dénoncer eux-mêmes, eux qui sont les fils des victimes d'hier. Dès lors, il conclut en se demandant s'il était pensable d'avoir un musée voué à l'art et la culture juive à Berlin qui ne fasse pas mention de l'Holocauste. Et donc, il faut dire simplement qu'un musée voué au Congo belge en Belgique ne peut pas ne pas parler du génocide de ces années-là. Son combat fut donc de sortir le scandale léopoldien des droits humains de l'oubli où le plongea la Grande Guerre pendant laquelle la Belgique fut victime et non agresseur. Et la question finale est celle de savoir si Léopold II est un héros pour les Congolais d'aujourd'hui, comme le suggéra le cheval, cette belle statue qui a été établie à Bruxelles et reproduite en 1928 à Kinshasa, à Léopoldville, pour rendre hommage, un hommage spectaculaire à l'État commerçant qu'il organisa et pour l'installer comme origine mythique de l'État congolais subséquent. Cette question est d'autant plus cruciale que pour les Congolais aujourd'hui, il n'est pas père fondateur, car les Congolais ne se reconnaissent pas dans une tradition qui l'aurait bâti, une doctrine dans laquelle tout le peuple congolais s'enfermerait jusqu'à jamais la quitter, qui lui permettrait de ne pas défaillir en tant que communauté et société, de ne pas succomber à la lassitude ni
à l'usure du temps. Et c'est justement pour cette tâche d'assurer une longue durée à la présence belge au Congo que Léopold II sollicita la présence des missionnaires au Congo dont ils peuvent, à cet égard, être regardés comme les vrais pères fondateurs, c'est-à-dire ceux qui ont instauré une tradition dans laquelle le peuple congolais aujourd'hui s'enferme. Et on n'a qu'à voir toute la religiosité des Congolais aujourd'hui qui finalement en sont arrivés à être plus chrétiens que ceux-là qui ont amené le christianisme dans ce pays. Alors, c'est quoi finalement coloniser quand on passe à la colonie belge après la passation, la fin de l'État indépendant du Congo? Sous le Congo belge, on va insister sur la transformation des indigènes, puisque c'était la condition pour pérenniser la mise en valeur de leurs terres. Donc, à partir du 8 novembre 1884, date à laquelle fut signée la Convention de Bruxelles reconnaissant les frontières de l'État indépendant du Congo, de nombreuses dispositions législatives et réglementaires, ainsi que des circulaires interprétatives, furent prises et se retrouvèrent disséminées dans les publications officielles. Elles furent réunies à partir de 1916 dans ce qu'on a appelé les recueils à l'usage des fonctionnaires et agents du service territorial. En sigle, ce document est appelé tout simplement le RUFAST, document qui dit aux agents ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire ici au Congo belge. Ces textes avaient pour rôle d'instruire les fonctionnaires et agents sur ce qu'ils allaient faire au Congo, la question ayant été posée tout crûment par le ministre des colonies, Louis Franck, dans son introduction à l'édition de 1920. Il posa cette question: que faisons-nous au Congo? Et il y répondit aussitôt, sans porter des gants. Je le cite: nous y allons pour développer les débouchés et l'action économique de la Belgique. Concrètement, il s'agissait de faire progresser le commerce, l'industrie, les plantations européennes et l'agriculture indigène, de développer les moyens de transport et l'outillage et de mettre en valeur les domaines miniers. Il était clairement dit que la force de la colonie, c'était les privés, à savoir le commerçant, l'industriel et le planteur, c'est-à-dire le colon, dont l'initiative, le travail et l'effort rendu permettaient à la Belgique de mettre en valeur économique le Congo et de supporter les charges considérables de la colonisation. Dès lors, le rôle du service territorial, c'est-à-dire, c'était de les aider ces privés, les soutenir en mettant en œuvre la politique générale en matière indigène tracée par tous ces textes pris au fil des années et réunis dans le RUFAST, qui connut plusieurs éditions. Donc, tracer la politique indigène revenait à répondre à la question: comment administrer les populations indigènes? Et donc furent tissés un programme et une méthode d'administration. Alors, voyons d'abord le programme de politique indigène qui consistait en fait à transformer les Noirs, transformer les Congolais. L'activité des fonctionnaires et agents du service territorial était soumise à un programme de gouvernement qui était orienté en 6 axes. Premier axe, le maintien de la paix publique, c'est-à-dire de l'autorité du gouvernement, leur était imposée comme la préoccupation primordiale. Et pour cause,
le développement des populations et le progrès de la colonie n'étaient possibles que dans l'ordre et sous l'égide d'une autorité bien assise. Deuxième axe, le maintien de la paix privée. Il consistait à veiller à la sécurité des populations indigènes et des Européens dans leur existence et dans leurs biens. De façon négative, il s'agissait de prévenir, empêcher les conflits entre individus et autres communautés et de réprimer rapidement tout acte de brigandage, de traite ou de guerre intestine. Évidemment, ils étaient bien conscients que les Noirs qu'on avait spoliés de leurs terres pouvaient avoir rapidement envie de reprendre leurs droits sur ce qui était considéré comme les terres vacantes, par exemple, qui appartenaient, sont par force, par la force des choses, aux colons. Troisième axe, le respect des droits et le souci des intérêts des indigènes revenaient à leur assurer un bien-être et de meilleures conditions de vie matérielles et morales, ceux-ci étant perçus comme conditionnant les intérêts économiques et politiques de la Belgique. Car, d'une part, la création de produits abondants et la vaillance des bras nécessaires dépendaient de l'abondance et de la vaillance de la population indigène. Donc, ils ne devaient pas être en bonne santé seulement parce qu'on voulait qu'ils soient en bonne santé, par souci de civilisation, mais pour qu'ils soient de bons travailleurs. D'autre part, la disposition favorable des indigènes à collaborer à l'œuvre coloniale ne pouvait être obtenue que s'ils en tiraient des profits réels et sensibles. Quatrième axe, l'hygiène des populations était orientée essentiellement vers la prévention et le combat contre les maladies épidémiques, surtout la maladie du sommeil au début, et la variole, contre certaines pratiques superstitieuses ou pas, restreignant la natalité, il fallait que la population grandisse et donc la main-d'œuvre, ou nuisant au développement rationnel des nouveau-nés, ainsi que vers l'assainissement des plus grandes étendues possibles par drainage, le broussement, vers un meilleur habitat, tel que les cases améliorées et une meilleure alimentation. Le but était de conserver les populations et d'améliorer leurs conditions hygiéniques en vue d'éviter les morts prématurées, c'est-à-dire conserver la santé et prolonger l'existence des indigènes et favoriser l'accroissement de la population, c'est-à-dire l'accroissement de la main-d'œuvre. Cinquième axe, l'évolution morale et matérielle des populations consistait en un effort patient de développer la civilisation indigène sur son propre fond. D'après ces mœurs, tout en extirpant celles faisant obstacle à cette évolution orientée, et cette tendance, et dans ces langues, plutôt que comme une imposition en Afrique des conceptions, principes et institutions occidentales. Et cela au nom de l'égalité des âmes, la race indigène, noire, étant appelée à être respectée au même titre que celle belge blanche. Et enfin, sixième axe, l'organisation des groupements, ceux-ci étant l'unité de vie et de travail, libre ou contractuelle, imposée et contrôlée, et consistant en des communautés indigènes dirigées directement par les chefs coutumiers et évoluant vers un état social meilleur sous la double influence du milieu indigène et de la civilisation européenne. L'enjeu était imprimer une direction à ces groupements qui permettait à l'autorité européenne d'agir sur les individualités indigènes qui lui échappaient à cause de sa personnalité insaisissable. Donc les chefs noirs étaient les meilleurs agents de civilisation puisqu'ils connaissaient, puisqu'ils faisaient partie des communautés dont ils étaient issus. C'est ce souci de transformation matérielle, donc du mode de vie, et transformation morale, c'est-à-dire les idées, des populations congolaises qui fut à la base en filigrane la chaîne de la politique indigène du Congo belge
car cette transformation conditionnait le succès de la colonisation en tant que source de gloire et d'avantages considérables pour le pays colonisateur. Les fonctionnaires et les agents furent donc invités à observer avec intelligence la vie indigène, à apprendre à connaître les coutumes, l'organisation de la famille, du clan et de la tribu, les croyances et les mœurs des indigènes. Les fonctionnaires et les agents devaient donc s'intéresser activement à la civilisation indigène pour découvrir, en vue de l'exploiter, la dimension moralisante des règles traditionnelles si efficaces dans les milieux indigènes. Elles n'étaient donc pas à détruire ou à transformer brusquement au risque de désorganiser la vie et les institutions indigènes, surtout dans les milieux proches des grands centres où la vie sociale semblait procéder par bonds. Si le souci du service territorial devait être d'adapter l'effort belge d'expansion économique, d'ordre et de justice au milieu indigène et à son organisation, ce n'était pas tant pour ne pas les bouleverser, puisque telle était sa destinée, mais plutôt pour pouvoir servir par le biais des chefs dont l'autorité, la force, était à faire respecter et distinguer. Ces chefs étaient en effet appelés à exercer une part de l'autorité du colonisateur et de ses moyens d'action. On comprend pourquoi, très souvent, les chefs qui étaient les plus résistants étaient éliminés en faveur de chefs qui étaient manipulables. Il faut donc souligner qu'un débat comme celui sur l'émiettement des grandes chefferies, entraînant la multiplication des sous-chefs à réunir absolument un secteur, ou encore celui sur le genre d'administration à adopter, restait conjoncturel. Le véritable enjeu fut de développer la participation des indigènes à l'administration coloniale, qu'il s'agisse d'une élite ancienne, c'est-à-dire l'autorité traditionnelle fondée sur la coutume, ou d'une élite moderne, c'est-à-dire les clercs. Cette participation se réalisa notamment à travers la mise en place de tribunaux indigènes et d'une administration noire subordonnée là où les grandes chefferies n'y suppléaient plus. En filigrane de cet effort visant à assouvir la soif de justice marquant toutes les tribus, il y avait l'ambition inavouée d'agrandir l'autorité morale du fonctionnement territorial qui, exerçant le double rôle de juge naturel des palabres et de juge de police, était ainsi présenté comme l'autorité morale suprême, calme, impartiale, juste et paternelle à qui tout indigène de tout rang pouvait recourir en dernière instance. Ceci signifie que tout signe représentant la souveraineté pour les populations et de façon directe devait revenir au fonctionnaire territorial. Ainsi en était-il de l'encaissement de l'impôt au titre de récolte d'une forme moderne de tribu, les rôles des auxiliaires noirs devant se limiter à l'aider en facilitant le recensement, en simplifiant et en intensifiant les opérations matérielles, au nom d'une certaine et prétendue prévention des abus. Dès lors, la récolte de l'impôt par le fonctionnaire lui-même était un acte non indifférent à la politique indigène, c'est-à-dire à la domination morale. C'est dans le cadre de cette quête de souveraineté et de cette soif de renforcement de l'autorité morale du fonctionnaire et des agents qu'il leur fut recommandé d'étudier soigneusement les langues indigènes, non pas à cause de leur intérêt intrinsèque tel que leur beauté, mais parce que celui qui les parle mal et les entend imparfaitement perd son autorité sur les Noirs, très observateur, et s'expose à être induit en erreur par son interprète. En bref, l'on peut dire que l'idéal était de voir cette autorité acceptée avec le minimum de réaction par les indigènes. Il se posait donc un problème de méthode appropriée
pour organiser et transformer cette population noire. En bref, on peut dire que l'idéal du programme de politique indigène était de voir cette autorité, l'autorité du blanc, acceptée avec le minimum de réaction par les indigènes. Il se posait donc un problème de méthode appropriée pour organiser et transformer cette population noire. Et donc, nous allons maintenant voir justement quelles étaient les méthodes de cette politique indigène, qu'on pourrait résumer simplement en disant qu'il fallait s'imposer tout en négociant, sans trop brusquer les Noirs, mais le but final, c'était de s'imposer. Le cliché qui est resté fortement ancré dans la mémoire, c'est le fouet. Et que donc ce travail de transformation fut uniquement une œuvre d'imposition. Pourtant, il était beaucoup plus complexe que cela. En effet, ce qui était le plus important aux yeux du ministère des colonies, ce n'était pas tant le programme d'administration lui-même, mais bien l'esprit dans lequel l'autorité de l'État devait être exercée, de façon que les indigènes soient organisés, c'est-à-dire qu'ils comprennent que l'action du gouvernement s'exerce réellement sur tout le pays. Cette organisation était recherchée car, une fois atteinte, elle devait permettre de perpétuer le mouvement et de garder les indigènes en haleine avec une action moins effective. Le problème, c'était donc d'amener les indigènes à se plier définitivement aux exigences de l'organisation administrative belge. On réalise que la peur de la révolte des Noirs et surtout de son avènement par surprise resta le leitmotiv des dispositions légales et réglementaires ainsi que des circulaires interprétatives liées à l'organisation des indigènes du territoire congolais. L'on comprend pourquoi la connaissance de l'état d'esprit des populations devait rester une préoccupation permanente de façon à pouvoir appliquer des mesures adéquates en cas de soulèvement. Voilà pourquoi les fonctionnaires et agents avaient un triple rôle. 1. Informer les indigènes sur leurs droits et leurs obligations, tout en expliquant les textes afin de prévenir la résistance, la méfiance et l'inquiétude. 2. Se renseigner de façon exacte sur les besoins, les plaintes et les désirs des indigènes, de façon que l'action territoriale inspire chez eux confiance et tendance à la bonne volonté, car convaincus de la bonté de l'autorité. 3. Agir de façon toujours sûre, efficace, continue et rapide dans l'exécution des lois et le redressement des erreurs, mais en s'inspirant davantage de l'esprit, c'est-à-dire les principes ci-dessus ou le but ultime, que la lettre des lois et règlements. En effet, la Belgique s'était convaincue que, quelle que fût sa puissance, elle n'aboutirait jamais à des résultats bien tangibles et durables si son régime était foncièrement producteur de mécontentement. Car alors, elle se verrait obligée de s'épuiser dans la multiplication des organes préventifs et répressifs du gouvernement. Encore qu'il resterait peu efficace contre une opposition latente et contre des esprits à l'affût de toutes circonstances favorables pour secouer le joug. En outre, toute opposition ouverte, comme les révoltes, est destructive, et cela à cause de la cessation de tout travail productif, des attentats contre la vie et la propriété des Européens, de la nécessité d'envoyer des troupes qu'il faut en plus approvisionner, de la nécessité de sacrifier tous les autres intérêts aux besoins de l'ordre public, des lourds sacrifices en argent et de la perte de nombreuses vies humaines surtout,
ainsi que du surcroît de haine et du désir de vengeance qu'entraîne ou laisse la répression. La meilleure arme contre les révoltes était finalement le respect par les fonctionnaires et agents, à chacun des instants de leur action administrative, des droits naturels et positifs, donc les intérêts légitimes des indigènes pris individuellement ou de façon collective, spécifiés soit dans la loi écrite, soit et surtout dans la coutume à laquelle la législation écrite se bornait à se référer. Pour autant, évidemment, que ces coutumes ne soient pas contraires à la législation écrite et à l'ordre public. Ainsi, on pouvait lire dans le Rufaste, je cite, « Il est d'ailleurs de coutumes qui ne sont contraires à l'ordre public que dans la façon dont elles sont appliquées. Le principe peut n'avoir rien de répréhensible. Nos fonctionnaires dans ce cas ne peuvent certes leur reconnaître force égale, mais les indigènes doivent être avisés qu'elles seront respectées si elles subissent des modifications qui leur enlèvent leur caractère blâmable. Nos fonctionnaires prêteront leur collaboration pour opérer cette évolution. Un simple intérêt administratif ne suffit pas pour refuser l'application d'une coutume. Si, pour le profit de la colonisation, il peut être avantageux d'en faire disparaître l'une ou l'autre, son abrogation ne peut être que l'œuvre de la loi ou de la volonté des indigènes eux-mêmes agissant sous l'inspiration de l'autorité européenne. » Fin de citation. Aussi, le respect de la coutume fut décrété comme un devoir légal dans les rapports de l'ordre privé, mais aussi dans les domaines de l'organisation politique indigène et des pouvoirs des autorités indigènes, mais surtout fut élevé au rang de principe de politique indigène, car la méconnaissance des coutumes entraînait le déséquilibre de la vie indigène et créait de l'animosité. En même temps, il fallait une attitude paternelle caractérisée par des sentiments d'humanité, d'équité et de bienveillance. Traiter les indigènes avec humanité, c'était certes le faire sans cruauté physique, mais surtout en homme, possédant donc les attributs et les sentiments qui constituent le fond de la nature humaine et qui distinguent les hommes des autres êtres de la création. Le fonctionnaire était donc convié à se convaincre que les Noirs avaient aussi des affections, des aspirations dans l'ordre familial et social et une personnalité morale. Il fallait en tenir compte, ne pas en faire fi, ni y porter atteinte. Il fallait aussi les traiter avec équité, c'est-à-dire interpréter et appliquer les lois et prendre des mesures avec un souci permanent de justice, car les indigènes sont aussi habités par ce sentiment autant que les Belges. Il fallait enfin les traiter avec bienveillance, ce qui exigeait que les agents soient habités par un sentiment d'altruisme qui les rende préoccupés par les intérêts et même sensibles aux désirs des indigènes, pour autant qu'ils ne remettent pas en cause le bon fonctionnement des services publics, l'intérêt propre des indigènes et le bon sens. Pour les autorités, le but de cette humanité doublée d'équité et de bienveillance en tant qu'attitude extérieure, c'était de persuader les indigènes que le cœur, c'est-à-dire l'attitude intérieure des fonctionnaires et agents, était accueillant et bien disposé à leur égard et donc digne de leur confiance. En résumé, les méthodes d'administration consistaient à user davantage de moyens de persuasion tels que les instructions, les conseils, pour obtenir les résultats et installer l'action dans la longue durée, au-delà des changements des animateurs coloniaux. Tout cela posait le problème des limites des lois et règlements dans lesquels devait rester l'action préventive et répressive de l'autorité. En effet, s'il y avait la question de savoir comment extirper les mœurs faisant obstacle à l'évolution morale des indigènes dans tous les plans, ce travail se révélait délicat, car
Si certains, comme les sacrifices humains, les épreuves du poison, des épreuves corporelles de nature superstitieuse et autres délits contraires à l'humanité, étaient barbares et donc contraires à la loi morale, à l'ordre public, et donc à combattre avec l'énergie de la loi répressive, d'autres, tels que la polygamie, le fétichisme, les superstitions, les préjugés opposés au développement de l'individu, de la famille et de la société, devaient être combattus avec doigté, patience, prudence et discernement pour ne pas froisser et irriter l'indigène. De façon idéale, le danger était grand que les indigènes restent dans leur vie sauvage et barbare, perdent ce que leur civilisation traditionnelle avait de bon et d'utile et ne prennent que les défauts de la civilisation européenne. De façon pratique, l'autorité coloniale butait contre la difficulté de pouvoir punir toute désobéissance, car il fallait qu'elle soit d'abord connue. Ainsi, certes, le fonctionnaire était le garant de la colonie, car de son activité, de son dévouement, de son bon sens, de sa justice et de sa droiture, bref, de son esprit colonial, honneur et mission, que dépendait l'administration des indigènes et donc de l'œuvre coloniale. Cependant, cette responsabilité, il la partageait avec le magistrat et le missionnaire avec qui il était appelé à entretenir les meilleurs rapports, devant à tout prix entretenir avec eux les meilleurs rapports et fournir un effort à dominer les divergences et les conflits. Il était clair que la force publique et les magistrats ne pouvaient à eux seuls éduquer, c'est-à-dire émanciper les Noirs, car il fallait en amont leur faire acquérir une discipline intérieure qui remplace le système de tabous bridant le jeu des passions. Et c'est cette éducation que poursuit le missionnaire. C'est pour cela que dès 1906, Léopold II signa une convention avec le Vatican à qui il demanda de réserver le Congo aux missionnaires belges œuvrant déjà avec lui dès 1888. Et deux questions se posent. La première, pourquoi les catholiques? Simplement parce que la Belgique était essentiellement catholique, sauf une seule église protestante. Et les catholiques avaient une hiérarchie qui leur permet d'agir de façon concertée et contrôlée, contrairement aux protestants par exemple. Mais alors pourquoi les Belges? Ils pourront faire preuve d'un nationalisme contre lequel s'élèveront justement les étrangers comme Morel, Shepherd, qui est américain, noir américain, et les missionnaires anglo-saxons engagés dans la campagne anti-léopoldienne. C'est ainsi qu'une seule congrégation, les Pères de Mill Hill, c'est une congrégation anglaise, elle est la seule qui fut entre 1904 et 1908 acceptée, et cela pour ménager l'opinion anglaise qui s'élevait justement contre la politique de Léopold II. Ainsi donc, ce sont les catholiques belges qui auront à évangéliser le Congo et qui, à la faveur de la loi budgétaire de 1925, bénéficieront du statut appelé mission nationale. En clair, seuls les catholiques seront subsidiés, donc recevront de l'argent de l'État pour poursuivre leur œuvre, puisque les missionnaires protestants, par exemple, qui n'étaient pas belges, eh bien, ils étaient mission étrangère. Ils n'avaient pas droit au subside. Alors, nous allons nous appesantir maintenant sur justement le travail des missionnaires belges, dont le travail de christianisation va rimer avec émancipation, transformer les Noirs. Disons tout de suite que les missionnaires belges ont été des opérateurs importants de la politique indigène.
toutes les dispositions visant à ne pas méconnaître les intérêts des indigènes resteraient sans résultat si, au préalable, aucun effort n'avait été réalisé pour connaître leurs conceptions, leurs besoins et même leurs désirs inspirés par ces besoins. Ainsi, pour éviter des réactions du genre où les indigènes se réfugient en brousse et s'y exposent à la misère et aux maladies, car inquiétés par l'action des fonctionnaires, il fallait répondre à la question de savoir comment accéder à ces besoins, puisque la plupart n'apparaissaient pas immédiatement aux fonctionnaires et aux agents. Il y avait la question de savoir comment ne pas faire des Noirs, des Blancs à peau noire, si échapper aux fonctionnaires leur mentalité à laquelle adapter leur formation professionnelle, leur habileté, leur savoir. Car, dans l'ordre des progrès matériels, il fallait amener l'indigène à adopter, à créer et développer tant d'innovations, notamment une nouvelle organisation du travail permettant un rendement au moins égal avec une économie d'effort, consistant en de nouvelles cultures d'alimentation et de rapport, consistant en de nouvelles espèces animales dans l'élevage, en de nouvelles habitations, avec des matériaux durables par exemple, en de nouvelles voies de communication, les routes, et de nouveaux instruments de travail ou de transport qui étaient meilleurs. Donc c'est tout cela qu'il fallait imposer aux Noirs comme innovation. Bien d'autres innovations devaient être introduites dans ce registre des progrès d'ordre matériel, tels que de nouveaux habitats pour être là où il y a un emploi rémunérateur, de nouveaux courants commerciaux, de nouveaux marchés, de nouvelles relations orientées vers les maisons de commerce et un nouveau numéraire introduit et à faire circuler intensément. Ce que nous appelons aujourd'hui l'argent européen. De savoir ici à qui revenait la tâche de rechercher quelles innovations étaient peu ou pas adaptées au milieu indigène, ainsi que d'initier les indigènes aux innovations introduites. Le problème de l'école était donc au rendez-vous. Alors, quelle était l'ambition des missionnaires catholiques? Certes, le but ultime des missionnaires était le renouveau spirituel amené par la conversion à la foi chrétienne. C'est ce but qui, en surface, était mesuré par le nombre de baptisés, le nombre de catéchumènes, au titre de travail accompli. Cependant, les missionnaires étaient conscients que ce baptême ne marquait pas l'avènement, ne marquait pas l'achèvement de leur travail qui était en profondeur, celui d'éducateurs appelés à briser le système de tabou, bridant les passions. Il leur fallait mettre les Noirs en état de s'adapter à la civilisation, c'est-à-dire la civilisation européenne. En d'autres mots, il fallait que cette rénovation signifiât pour le nouveau baptisé la capacité de juger sainement des choses et d'user avec discernement les bienfaits de la civilisation, c'est-à-dire d'user de la richesse amenée par la multiplication des entreprises commerciales et industrielles. En clair, il fallait transformer les Noirs, mais sans détruire leurs organisations. Et là est le problème. En effet, la difficulté était que la société congolaise, comme tout peuple barbare, puisque c'est ainsi qu'on était appelé, représentait une civilisation, quand même, comportant ses propres valeurs, telles que la solidarité matérielle des membres d'une même famille, ses propres institutions, telles que le matriarcat, le mariage par l'achat, la compensation pécuniaire à titre de pénalité, et aussi ayant ses propres comportements standards. Concrètement, la société congolaise était une organisation indigène ayant des convictions religieuses auxquelles se rattachait une morale en tant que définition de ce qui est bien ou mal, relevant d'un jugement subjectif, un régime social comportant une autorité, des lois et une police
qui en assure l'exécution. Dès lors, une question en découlait. Comment vaincre la résistance opiniâtre que l'organisation païenne opposée à l'évangélisation et à la civilisation catholique venant heurter les habitudes séculaires? Car le christianisme était pour les Noirs une empreinte nouvelle et étrangère qui venait s'imprimer sur le sol ancestral. Et dès lors, nous nous posons la question, quelle était la stratégie des missionnaires pour faire leur travail? Le problème posé ici est celui du comment. Comment faire? C'est-à-dire des méthodes employées pour finaliser l'ambition déclarée si haut, donc de transformer la société congolaise. Pour opérer la transformation des Noirs, les missionnaires entreprirent d'abord de se faire recevoir par les anciens et engager une discussion religieuse avec les notables. Mais cela ne pouvait amener à rien, puisque de toute façon, ceux-ci n'y comprenaient rien. Et surtout, la cohésion de la communauté avait pour conséquence que la conversion de quelques individus isolés n'avait aucune efficacité. En fait, le vaste projet des missionnaires consistait à atteindre la masse, à créer un ébranlement collectif. Aussi, il fallait commencer par la jeunesse, puisque plus souple et moins, entre guillemets, viciée et donc moins résistante que les aînés, et gagner ses sympathies, les sympathies de la jeunesse. La question subséquente donc, qui découle de cela était celle du comment s'y prendre. Il y eut certes des différences d'approche parmi les missionnaires au regard des spécificités des congrégations, des milieux, des initiatives de l'administration. On peut citer les fermes chapelles des jésuites du vicariat apostolique du Kwango, les colonies scolaires chez les rédemptoristes de Mwanda et Boma sous l'initiative de l'État, et j'en passe. Cependant, l'action des missions avait ceci d'uniforme qu'elle visait la génération suivante pour qu'elle vive hors du paganisme des fétiches et de la polygamie, pour qu'elle soit disposée, bien disposée vis-à-vis des différentes formes d'apostolat. Et donc, l'action des missionnaires va évoluer dans le temps. Jusqu'en 1920, le souci sera de fonder des communautés paysannes. En effet, le système utilisé depuis le début de la colonisation était proche du bagne, un travail forcé. Le recrutement utilisé en vue des travaux publics ou pour les entreprises privées, accompagné souvent des déplacements loin des lieux d'origine, se faisait souvent en toute illégalité et dans la violence. Le contrat signé, soit dit librement, n'était pas libre, mais obtenu sous la contrainte morale. Et les Noirs se disaient bien, toute résistance est inutile. Et pourquoi un tel système? Simplement parce que le Noir, à cause des usages coutumiers et du respect humain sans doute, mais aussi à cause du rapport colonial, rapport de domination, était réticent à se mettre de lui-même au travail pour autrui, ce qui est une conception typiquement européenne. Chacun au village travaillait pour lui-même. Même l'esclave dans un village avait son propre champ. Le chef avait des champs que ses femmes cultivaient. Il y avait donc une peur. Il fallait éviter que le ressentiment ne devienne persistant même après le terme du travail et ne se transforme en mépris et aversion pour le colonisateur. Dès lors, pour les missionnaires et jusqu'en 1920, la force sociale indigène devait s'épanouir dans la paysannerie. Et donc, leur projet de société était de faire des Noirs des agriculteurs, estimant que l'agriculture donnait plus d'aisance et évitait aux chrétiens de s'agréger à des camps de travailleurs, foyers d'immoralité. Le père Guffens invita à ce débat quand il écrivit, je le cite, « Puissent-ils, c'est-à-dire les baptisés,
plus nombreux retournaient dans la brousse, y multipliaient des communautés chrétiennes encore trop rares, y cultivaient leurs terres et exerçaient les divers métiers. Par exemple, être mécanicien, forgeron, ébéniste, menuisier, maçon, briquetier, éleveur, cultivateur, etc., qu'on pratique déjà dans la région de Kisantu, comme dans nos campagnes belges. Fin de citation. Et ce texte date de 1925. La deuxième étape, nous avons dit, l'action des missionnaires évolue. Eh bien, il fallait maintenant, après un temps, fonder une classe ouvrière par l'école ordinaire. Alors, c'est qu'en fait, il y a un nouveau contexte. La décennie 1920 marqua au Congo les débuts d'un processus fondé sur au moins 3 éléments, à savoir l'incorporation du Congo belge dans l'espace monétaire belge, remettant en question son autonomie, la pénétration rapide du grand capital belge et la construction de la société indigène ethnique à laquelle l'accent mis sur l'usage des langues vernaculaires et non du français, donnant une spécificité linguistique. Dès lors, la perspective paysanne des missionnaires buta contre le projet social de la colonie qui souhaitait faire des Noirs des ouvriers. En effet, il se mit en place l'État colonial dont le rôle essentiel était de gérer le rapport salarial, de bloquer la formation et de remplacer la bourgeoisie nationale dans la gestion des ressources naturelles et du travail. Et dans cet État, il y avait d'un côté le capital et de l'autre la société indigène dont la fiction sociale reposait sur l'idée selon laquelle l'indigène en tant qu'individu n'avait d'existence que comme force du travail. Cela entraînait un nouveau contexte marqué par au moins 3 choses. D'abord, l'essor économique entraîné ou appuyé par l'organisation de chefferies et matérialisé par de grandes sociétés commerciales et industrielles et par des firmes plus petites. Ensuite, par la fièvre du travail rémunéré qui envahissait toute la population, le noir ne pouvant gagner qu'au titre d'ouvrier, fournissant et louant son travail de gré ou de force. Enfin, la création des centres urbains et commerciaux avec tout leur lot de laissés pour compte. Alors, il y avait une nouvelle conséquence, c'est que le nouvel idéal de l'éducation scolaire était désormais la formation d'une classe ouvrière, et non plus des agriculteurs. De fait, après la visite de M. De Jong, le père préfet apostolique de Vos, un jésuite, fit ressortir que pour l'enseignement libre, 3 tendances. La première consistait à former des hommes utiles aux milieux indigènes et aux résidents européens, c'est-à-dire ayant acquis l'habitude d'une activité régulière et continue, notamment le travail agricole. La deuxième revenait à former des hommes droits et corrects, c'est-à-dire respectueux de l'autorité des résidents européens et de leurs biens. La troisième tendance, c'était de développer en eux les sentiments d'entraide et de coopération. En d'autres termes, l'école chrétienne, puisqu'inscrite dans le processus imposé d'abord, spontané ensuite, du désengagement politique et financier métropolitain, s'appuyant sur les progrès de la prolétarisation effective, devait participer à la production massive du salariat. Voilà pourquoi l'idéal éducatif mis en place à partir des années 1920 consista à faire évoluer la race vers le travail spontané, libre et généralisé. En d'autres termes, civiliser les Noirs revenait à les amener aux conceptions économiques et sociales occidentales belges et en faire des artisans habiles et consciencieux. Alors, la question, quels étaient les atouts de ce nouvel idéal pour l'évangélisation, pour les missionnaires, parce qu'ils étaient d'abord venus pour répandre le christianisme?
Si ce souci de créer une classe ouvrière tirait sa source du besoin de créer une main-d'œuvre bien disposée, il bousculait le projet missionnaire dans sa valeur intrinsèque, car l'idéal de la civilisation ne pouvait, pour le missionnaire, se réduire à permettre à chaque individu d'acquérir la plus grande somme de biens matériels et intellectuels. Une telle réduction, parce qu'à la seule mesure de l'homme qui est relatif et limité, et donc mauvais juge quand érigé en absolu, ne pouvait qu'être provisoire et réformable pour les catholiques. Il était clair que la prospérité des Noirs, obtenue grâce aux vivres, aux distractions, à un service médical fortement organisé, à des fonctionnaires avisés, à l'harmonisation des coutumes barbares et à la répression des abus du pouvoir des hommes libres et des féticheurs, ne suffisait pas à procurer le bonheur et la sécurité et ne pouvait définir le mot civilisé. Car alors, il eût été possible de garder la société congolaise dans une forme communautariste et de laisser les Noirs dans leurs clans et leurs villages. Mais une telle optique était tout simplement dépassée. En effet, l'idéal chrétien, qui faisait justement l'essence de la civilisation occidentale, avait pour fer de lance un effort d'individualisation. La personne devait primer la famille. Un tel processus, opposé à l'ordre coutumier, exigeait une restructuration des cadres sociaux en fonction des idées nouvelles dans tous les domaines. Marqué par une décomposition-recomposition individualiste bâtie autour de la famille monogamique chrétienne, il était tributaire du progrès social, c'est-à-dire du progrès économique qui conditionnait ce dernier. Concrètement, en achetant les produits et en acceptant les services des Noirs et la multiplication des œuvres d'industrie et de commerce, leur facilitant leurs transactions, l'Européen leur permettait de trouver des ressources pour entretenir leur famille, mais aussi de faire respecter l'indissolubilité du mariage, de faire reconnaître leurs droits de père de famille, de se protéger contre les féticheurs, défenseurs des traditions, et contre les anciens polygames païens, et de procurer l'école à leurs enfants. Ainsi donc, dans l'horizon social des années 1920, outre la prédication, c'est le salaire qui devait prémunir les Noirs contre leur atavisme et leur milieu qui cherchait toujours à les reprendre et à les absorber. En soi, la population chrétienne, pour que soit enracinée la monogamie, devait travailler pour ou chez les Blancs, et l'école devait préparer les Noirs à y travailler. Et cela, même si les missionnaires étaient conscients de ce qu'une portion des élèves ne devait pas être utilisée dans les centres ou les industries, mais devait rentrer, faire évoluer et prospérer leur milieu. Il ne fallait donc pas qu'ils soient occidentalisés jusqu'à perdre le goût et la capacité de s'occuper des travaux coutumiers. Ce nouveau contexte rendait donc impossible la politique consistant à garder l'indigène dans sa simplicité primitive, à l'abri des séductions, imposant une collaboration intense entre blancs et noirs. Il commandait que l'on rende les Noirs aptes à travailler chez les Blancs et donc que l'on favorisât indirectement leur exode vers les centres, même si leur foi, leur vertu et leur persévérance y étaient menacées. Pour les missionnaires, la prépondérance à travers le temps du facteur économique dans l'évolution des sociétés humaines en faisait un moyen de transformation rapide et profonde des mentalités. Le bien-être et le travail rémunéré, présentés comme bienfait de la civilisation, comme récompense d'une vie ouvrière endurante, joyeuse et de bonne humeur, devaient donc leur bénéficier. Car, d'une part, ils augmentaient leur force de travail et d'autre part, une population plus portée au travail, mieux protégée contre les maladies, plus nombreuse, de capacités techniques plus grandes, mieux vêtue, mieux nourrie et de conception morale plus élevée, était plus pénétrable
aux idées nouvelles. L'idée sous-jacente était qu'à force de bénéficier de ces bienfaits de la civilisation, la population finirait par les apprécier selon l'adage « montez, montez, il en restera toujours quelque chose ». Les missionnaires savaient par expérience que le progrès était lent, qu'il ne procédait pas par bond et qu'il ne s'imposait pas uniquement du dehors. En fait, cet idéal éducatif, mis en place à partir des années 1920 et consistant à faire évoluer la race vers le travail spontané, libre et généralisé, pour être fructueux, avait besoin d'une communauté d'idéal, absolue en sa doctrine, ses droits et ses devoirs, capable de réduire, grâce aux préceptes d'humilité, de charité, de respect et de soumission envers toute autorité légitime, la théorie de l'antipathie foncière entre les Blancs et les Noirs et d'amener ces derniers à considérer les premiers non pas uniquement comme des maîtres à respecter et à qui se soumettre, mais aussi comme des bienfaiteurs attachants et salvifiques. Dans cette optique, l'insistance sur le Christ ouvrier visait à ennoblir le travail manuel, considéré le plus souvent comme servile, et devait aider à l'acquisition par les Noirs de la conception européenne chrétienne du travail fondée sur la productivité et l'assiduité. Telle était la fondation conceptuelle de l'école ordinaire dite de masse qui prévalut dans les décennies 1900 jusque dans les décennies 1930. Mais après, on passa à autre chose où on pensa de plus en plus à fonder une classe de conducteurs de peuple, et cela grâce à l'instauration de l'école dite sélectionnée. Donc, une nouvelle étape va venir. Et pour cause, il y a un nouveau contexte. Quel est-il? À la fin des années 1920, on peut noter au Kwango, par exemple, que les indigènes avaient pris goût au travail. Le travail, évidemment, rémunéré chez les Blancs, et au progrès à l'occidental. Et l'action apostolique missionnaire pouvait s'épanouir pleinement au début des années 1930 à travers tant d'activités désormais à l'ordre du jour, telles que le clergé indigène, les congrégations religieuses indigènes, les familles chrétiennes nombreuses et monogamiques, l'action catholique, la presse, l'art, l'action sociale, telles que les dispensaires et les œuvres sociales, qui avaient pour, entre autres, permis la réduction de la mortalité chez les enfants, la formation morale et l'enseignement supérieur. Ça, c'est la panoplie de travaux que les missionnaires vont mener. Mais à partir de la Première Guerre mondiale, la vogue croissante en Belgique, s'attachant aux entreprises coloniales et le développement des voies de communication, c'est en 1925 qu'il va y avoir lieu la première liaison entre Bruxelles et Léopoldville. Donc tout cela avait eu pour effet l'ouverture chaque jour davantage du Congo, la multiplication des centres industriels, l'impossibilité d'éviter les rapports entre colons et indigènes, évidemment avec en prime les mulâtres, l'offre de positions lucratives de tout genre aux Noirs qui étaient préparés à les remplir et la fascinante attraction des villes tentaculaires sur les Noirs. Et c'est ce qui continue encore aujourd'hui. Les gens préfèrent venir en ville. Et donc, il va y avoir de nouveaux défis. Certes, la politique des années 1920 avait été marquée par une appréhension de la société coloniale de voir les colonisés, c'est-à-dire le monde indigène, se révolter sous la direction de sa bourgeoisie unie à l'intelligentsia, nonobstant la fonctionnalisation des autorités indigènes. Cependant, la hiérarchie ecclésiastique se convainquit dès la fin de la décennie que le noir n'était pas cet animal intelligent, juste bon à être utilisé au but économique de la Belgique. Pour les autorités, les chefs de l'Église, le noir était bel et bien un homme, comme le blanc. Et il était donc impossible de lui imprimer mécaniquement une direction de façon définitive, car la personnalité humaine, parce qu'inviolable, échappe aux prises des dominants.
En effet, l'homme se détermine sous l'impulsion dernière d'un principe dont le mécanisme intime échappe à autrui, même si cette détermination est influencée par le milieu et des stimulants extérieurs. Dans cette perspective, l'idée était que le travail du blanc ne pouvait être qu'une contribution pour former le milieu, établir des traditions, multiplier les stimulations à l'action. L'homme étant lui-même, il reste en définitive le maître de ses destinées et ce sont les actes libres combinés de la masse qui forment l'atmosphère morale de la société. Cette évidence représentait pour les missionnaires du Congo l'épée de Damoclès suspendue sur la tête de la colonisation. En d'autres termes, l'exploitation et la prédication, si elles œuvraient fortement à la formation d'une classe s'occidentalisant au contact collaborateur du blanc, devaient déboucher sur l'émancipation des Noirs. En outre, la doctrine chrétienne proclame l'égalité foncière des hommes et des races, créant ainsi un germe de fierté et de libération qui ne pouvait être étouffé par les préceptes d'humilité, de charité et de soumission envers toute autorité légitime. Ces préceptes étaient en fait destinés à tempérer l'évolution vers l'émancipation et à équilibrer une doctrine qui favorisait l'éclosion de cette aspiration de tout être humain vers l'autonomie et l'indépendance. Il était utopique de croire que l'on pouvait transformer les communautés nègres en des espèces de phalanstères où les indigènes travailleront uniquement et unanimement pour le seul enrichissement de l'Européen et quelques chefs indigènes. Un homme qui travaille dur se convainc tôt ou tard, de façon incoercible, qu'il a droit au fruit de son travail et donc le droit de s'enrichir aussi. Or, qui s'enrichit avance vers l'émancipation, entraînant ipso facto l'affaiblissement de toute forme de domination monarchique, oligarchique, etc. La question qui se pose alors était de savoir s'il fallait adopter au Congo la politique menée en Amérique latine, où les Indiens avaient accepté parfois d'être sommairement classés comme exploités, paysans de dernière catégorie, sous-prolétariat de bidonville, tous réservoirs de main-d'œuvre à bon marché. Car les Noirs du Kwilu, à travers divers mouvements, refusaient d'oublier leurs ancêtres, les souvenirs de leur communauté, les bribes d'histoire véhiculées oralement par les légendes et les contes. La condition des Noirs comme exploités entraînait nécessairement à la longue un sursaut de reconnaissance de leurs droits. Or, si une rébellion d'esclaves est facile à réprimer, une révolte d'hommes libres est incompressible avec le seul pouvoir des armes. Les jésuites étaient conscients, ainsi que les autres missionnaires, que la Belgique serait incapable de maintenir dans l'asservissement toutes ces masses une fois en quête de leur liberté parce que convaincue qu'elle pourrait l'acquérir. Tout ceci signifiait que plus qu'on s'appliquait à exploiter et à évangéliser, plus le pouvoir de libre détermination devenait redoutable et devait aboutir à un despotisme des masses. Et pour l'éviter, il fallait renforcer le gouvernement des classes dirigeantes, le gouvernement des élites sociales locales. Quelle fut la conséquence? La situation se modifiait à une allure telle qu'elle ne laissait plus la place à la temporisation et à de vaines hésitations, car le problème de l'avenir se posait de façon urgente à la fin des années 20 et les missionnaires de s'interroger. Le séminaire, car pour les missionnaires, l'œuvre ne sera en voie d'achèvement que lorsque des prêtres noirs assureront la tâche de conduire au salut leurs frères de sang, ainsi que des noviciats pour frères et sœurs noires. Les œuvres sociales d'un type nouveau, notamment la banque, telle que la Banque Saint-Joseph à Kisantu, afin d'habituer les Noirs
à apprécier la valeur de l'argent et leur donner l'idée et le souci de la prévoyance débouchant sur l'héritage, les coopératives d'achat et de production en vue de leur apprendre l'union et la solidarité, ainsi que la coordination des efforts qui est une autre forme de la charité. Et pensez aussi à la transformation des coutumes, comme cela s'est fait au Bas-Congo, où les notables donnèrent leur accord pour que la fille chrétienne reste soumise à la seule tutelle de ses parents et pour l'élaboration d'une procédure d'héritage. Quels étaient les atouts du passage de la collaboration à la responsabilisation pour l'évangélisation? Parce que c'est une question que se posaient tout le temps les missionnaires quand on changeait de système. Qu'est-ce que ça va rapporter comme avantage pour leur travail d'évangélisation? Il fallait donner une orientation à l'émancipation, avec ces difficultés de contrôler l'accélération de l'histoire. Et c'est par un enseignement primaire et sélectif où étaient parallèles l'école préparatoire, l'école sélectionnée et celle ordinaire destinée à la masse, débouchant sur les diverses classes de l'enseignement moyen, de l'enseignement secondaire humaniste et de l'enseignement universitaire que l'Église catholique entendait le faire. Ce programme mis au point au Congo fut adopté par l'ensemble de l'Église belge d'Afrique en 1945, quand cette année-là, la troisième conférence plénière des ordinaires du Congo belge et du Rwanda-Urundi acta la relation de Monseigneur Van Schingen lors de la séance du 29 juin. L'école n'était plus abordée en termes d'évangélisation, mais plutôt comme un processus de responsabilisation, car le peuple noir prend de plus en plus conscience de ses aptitudes, reconnaissait-il. La question était désormais de savoir, d'une part, si les programmes et les méthodes de l'école primaire étaient adaptés aux besoins du moment, et d'autre part, si l'enseignement secondaire ou moyen avait l'envergure nécessaire pour préparer les candidats aux études supérieures. En traitant l'enseignement religieux par rapport au profane, celui-là devant s'adapter à ce dernier, Monseigneur Van Schingen renversait l'échelle des vapeurs, brisant de ce fait le nivellement formatif et inaugurant ainsi la diversification scolaire. C'était là posé officiellement le problème des conducteurs du peuple, à former dans le cadre d'un enseignement, d'une institution d'enseignement supérieur ayant pour base les humanités anciennes telles que les lettres et les humanités modernes telles que les sciences, et comportant les différentes branches comme le droit, la médecine, l'agronomie, l'art vétérinaire, une école normale supérieure, etc. Il s'agissait de s'élever contre un enseignement primaire, bloquant les élèves au seuil de l'enseignement moyen, livresque et peu réflexif, non fondé sur la réflexion et ne débouchant pas sur les humanités et donc sur un enseignement supérieur. Cette relation voulait interpeller entre autres l'Université catholique de Louvain pour que soit dépassé l'enseignement médical et agronomique assuré depuis 15 ans au noir par la FOMILAC et le CADULAC. Et déjà quelques progrès avaient été réalisés. C'est bon. Tout ceci signifie que le but, plus l'on s'appliquait à exploiter et à évangéliser, plus le pouvoir de libre détermination devenait redoutable et devait aboutir à un despotisme des masses. Et pour l'éviter, il fallait renforcer le gouvernement des masses dirigeantes, le gouvernement des classes sociales locales. Quelle en fut la conséquence? La situation se modifiait à une allure telle qu'elle ne laissait plus la place à la temporisation et à de vaines hésitations, car le problème de l'avenir se posait de façon urgente à la fin des années 20. Et les missionnaires de s'interroger. Première question. Fallait-il donner aux Noirs une instruction intellectuelle ou technique prudemment mesurée pour mieux les garder sous tutelle ou plutôt leur assurer une instruction appropriée susceptible de les rendre capables de travailler chez le blanc
et donc favorisant leur exode vers les centres et surtout de les rendre à même d'y exercer des fonctions importantes. La première réponse à cette première question, la réponse était qu'il fallait tenir compte de la nouvelle ambiance contextuelle, car au contact des idées européennes, la mentalité du noir évoluait, entraînant des réflexions et des comparaisons, ce qui entraînait forcément et vite la conscience de leurs droits et de leurs forces, cette conscience débouchant sur la réclamation d'une part au moins dans l'administration de leur pays. Une deuxième question. Ce jour-là, à qui appartiendrait l'influence et l'autorité? Quel groupe de Noirs saurait imposer sa supériorité technique, administrative, incontestable pour constituer la classe des dirigeants? La réponse: il fallait tenir compte du contexte. En effet, dans la population noire des villes importantes, surtout Kinshasa, dont Léopoldville, il y avait beaucoup d'autodidactes, non seulement des missions, qui s'étaient exercés eux-mêmes à la civilisation européenne. Ils n'étaient pas issus des missions. Et qui prendraient, si les missionnaires n'y faisaient gaffe, le rôle de conducteur du peuple. Conclusion: pour éviter que ces hommes de conduite douteuse pour les missionnaires, travaillés par la propagande socialiste, guettés par le bolchevisme, sans frein spirituel ou moral que donne la religion, pour éviter qu'ils ne prennent les rênes du pays, l'Église catholique, à travers les écoles de mission, devait préparer d'autres hommes aussi formés, mais moins indignes à leur égard. Et donc, il y eut une nouvelle option qui consistait à former une élite. Face à cette position du problème, il découla un changement de perspective dans le devoir des missionnaires. Il ne s'agissait plus d'attendre la préservation du noir de l'ignorance, de la pauvreté et de l'isolement, mais plutôt de l'initier à la civilisation, l'aider à se hausser matériellement et socialement, tout en le mettant en garde contre la griserie de cette vie nouvelle et les abus néfastes qui en résultent trop souvent. Il fallait donc former une élite et aller en profondeur. Sur le plan des idées idéales, l'idéal était de faire des catéchumènes, des hommes nouveaux qui apprennent à raisonner et à résister aux impressions passagères, qui ont un régime de vie sans paganisme, qui forment de nombreuses familles chrétiennes, garanties pour les générations de demain meilleures, et qui sont armés pour la vie par une piété solide et une pratique donnée par l'école, l'atelier et l'Église. Sur le plan pratique, il fallait entretenir les projets en voie de réalisation dans le mouvement En Marche, notamment la ferveur de la chrétienté s'astreignant aux actes de piété, tels que par la confession fréquente, la communion quotidienne, l'assistance aux fêtes chrétiennes, aux retraites, etc. Par les progrès scientifiques, donc un autre projet en voie, ce sont les progrès scientifiques, les cours pratiques ayant cédé la place à des écoles techniques et professionnelles, à des écoles d'infirmiers, d'aides accoucheuses et d'officiers de santé indigènes comme à la FOMILAC, appelant ainsi des établissements d'enseignement supérieur pour employés et instituteurs et des écoles normales. Un autre projet, le séminaire, car pour les missionnaires, l'œuvre ne sera en voie d'achèvement que lorsque des prêtres noirs assureront la tâche de conduire au salut leurs frères de sang, ainsi que des noviciats pour frères et sœurs noirs. Les œuvres sociales d'un type nouveau, notamment la banque, telle que la Banque Saint-Joseph à Kisantu, afin d'habituer les Noirs à apprécier la valeur de l'argent et leur donner l'idée et le souci de la prévoyance débouchant sur l'héritage. Les coopératives d'achat et de production en vue de leur apprendre l'union et la solidarité, ainsi que la coordination des efforts qui est une autre forme de charité. Les transformations des coutumes, comme cela se fit au Bas-Congo, où les notables donnèrent leur accord pour que la fille chrétienne reste soumise à la seule tutelle de ses parents et pour l'élaboration d'une procédure d'héritage.
Quels sont les atouts de ce passage dont on passe de la collaboration à la responsabilisation? Et pour les missionnaires, ils se demandent quels atouts ce passage représente pour l'évangélisation. Il fallait donner une orientation à l'émancipation avec cette difficulté de contrôler l'accélération de l'histoire. Et c'est par un enseignement primaire sélectif où étaient parallèles l'école préparatoire, l'école sélectionnée et celle ordinaire destinée à la masse, débouchant sur les diverses classes de l'enseignement moyen, de l'enseignement secondaire humaniste et de l'enseignement universitaire que l'Église catholique entendait le faire. Ce programme mis au point au Congo fut adopté par l'ensemble de l'Église belge d'Afrique en 1945, quand cette année-là, la troisième conférence plénière des ordinaires du Congo belge et du Rwanda-Burundi acta la relation de Monseigneur Van Schingen lors de la séance du 29 juin. L'école n'était plus abordée en termes d'évangélisation, mais plutôt comme un processus de responsabilisation, car le peuple noir, de plus en plus, prenait conscience de ses aptitudes, ont-ils reconnu. La question était désormais de savoir, d'une part, si les programmes et les méthodes de l'école primaire étaient adaptés aux besoins du moment, et d'autre part, si l'enseignement secondaire ou moyen avait l'envergure nécessaire pour préparer les candidats aux études supérieures. En traitant l'enseignement religieux par rapport au profane, celui-ci, c'est-à-dire l'enseignement profane, devant s'adapter à ce dernier, Monseigneur Van Schingen renversait l'échelle de valeur, brisant de ce fait le nivellement formatif et inaugurant ainsi la diversification scolaire. C'était là poser officiellement le problème des conducteurs du peuple à former dans le cadre d'une institution d'enseignement supérieur ayant pour base les humanités anciennes, c'est-à-dire les lettres, et modernes, anciennes, les sciences, et comportant les différentes branches comme le droit, la médecine, l'agronomie, l'art vétérinaire ou une école normale supérieure. Il s'agissait de s'élever contre un enseignement primaire bloquant les élèves au seuil de l'enseignement moyen livresque et peu réflexif, non fondé sur la réflexion et ne débouchant pas sur les humanités et donc sur un enseignement supérieur. Cette relation voulait interpeller entre autres l'Université catholique de Louvain pour que soit dépassé l'enseignement médical et agronomique assuré depuis 15 ans aux Noirs par la FOMILAC et le CADULAC, et déjà quelques progrès avaient été réalisés. Le cas du CADULAC est indicatif de cette préoccupation. En effet, déjà en 1940, en tant qu'école d'agriculture pour la formation d'assistants agricoles indigènes, AAI, il avait organisé ses cours d'agriculture et réorganisé ses cours d'agriculture et engagé la suppression progressive de l'ancienne école moyenne agricole, EMA, pour commencer dès octobre des cours de 4 années d'école moyenne de formation générale, faisant suite à l'école moyenne de 4 ans, comme celle de Leverville. Dans cette école moyenne, les cours étaient orientés vers les études agronomiques subséquentes à partir de la 3e année spécialement. Donc, la formation d'agronome comportait 2 années de spécialisation et 1 année de stage. Il fut alors bâti le principe de l'instruction supérieure, non pas comme un luxe, mais bien comme une arme prodigieusement efficace qui pouvait servir contre le christianisme si elle n'était pas prise avec soi. L'élite universitaire est nécessaire tant pour protéger une idée que pour rendre possible la difficile transformation du peuple et l'instauration d'une civilisation chrétienne, comme le notait si radicalement Havey. Je cite, « Notre civilisation actuelle, donc occidentale, a pris naissance autour des abbayes, des monastères, refuge du savoir humain, de la culture intellectuelle en même temps que de la vérité religieuse, de la foi. C'est là que se faisait une élite qui, à son tour, propageait la vérité parmi le peuple. Il en est encore ainsi de nos jours, mais ce sont les universités catholiques qui sont devenues
les foyers de formation intellectuelle et religieuse. Fin de citation. Il écrivait cela en 1926. Concrètement, quelles furent les conséquences? Un événement pas si banal passa presque inaperçu en 1947. En effet, d'août à octobre 1947, une mission sénatoriale, donc des sénateurs d'enquête, visita notamment le petit séminaire du Congo. Elle était composée de 4 sociaux, dont sénateurs sociaux chrétiens, parmi lesquels le sénateur catholique Estienne et De Bruyne, 3 socialistes, parmi lesquels Sprintel et Van Tidonck, un communiste, le sénateur Lévesque, et un sénateur libéral, Auguste Buisseret, qui plus tard deviendra ministre des colonies. Le rapport sénatorial balaya définitivement les réticences belges envers la création des collèges pour noirs. Il y avait bien un collège pour les enfants blancs, mais il n'y avait pas de collège pour noirs. Et aussitôt virent le jour les collèges de Kinyati chez les jésuites en 1947, au Kwilu, un autre collège chez les jésuites en Banzabom en 1948 au Bas-Congo. En 1949, c'est un collège à Kamponde chez les pères de Skek au Kasaï. Puis en 1949, il y a eu le collège de Dungu chez les pères dominicains dans l'Ouélé. Et enfin en 1950, le collège de Mugeri chez les pères blancs au Kivu. Au Kwilu, la circulaire du père régulier, dont le responsable des jésuites, le père Jules Misson, sorti en 1948 la formation de l'élite du ghetto idéologique dans lequel avait acculé la résistance de la masse des missionnaires. Pour la première fois, son urgence fut déclarée publiquement, officiellement, inaugurant un processus de massification de l'élite. Qu'est-ce qu'il écrivait? Je cite. L'évolution extrêmement rapide dans laquelle se trouve engagée la population du Congo, quelle que soit l'opinion que nous ayons de son opportunité, nous fait un devoir de tenir compte pour une période assez rapprochée de la nécessité d'un groupe de dirigeants nombreux qui devront un jour conduire le pays vers ses destinées. Il ne peut échapper à personne combien il est capital pour une nation jeune que ses chefs soient des chrétiens convaincus et des catholiques convaincus, résolus. Si nous voulons que cette chrétienté, fruit de vos travaux, échappe aux secousses religieuses dont d'autres pays nous donnent l'affligeant spectacle, nous devons donc les lui préparer. Il est indispensable que nous formions nous-mêmes ces futurs chefs et sans tarder, car ceux qui commencent aujourd'hui leurs études ne seront pas prêts avant une quinzaine d'années. Fin de citation. Donc c'est la circulaire du Père supérieur régulier à ces missionnaires. La route ayant été ainsi tracée par le piétinement des missionnaires, il ne resta plus à l'État colonial qu'à la suivre. En cette année 1948, déjà une nouvelle organisation scolaire avait été proposée. Elle opta pour le système mis en place par le père Guffins au Kwilu. Je dois rentrer au papier, mais là au moins maintenant je pense que ça me pose. Ok. La route ayant été ainsi tracée par le piétinement des missionnaires, il ne resta plus à l'État colonial qu'à la suivre. En cette même année 1948, déjà une nouvelle organisation scolaire avait été proposée. Elle opta pour le système mis en place par le père Guffins au Kwilu, qui consistait en un dédoublement des programmes de l'enseignement primaire du 2e degré afin de préjudicier ni la future élite exigeant un programme conçu comme une préparation à l'enseignement secondaire, ni la masse à former essentiellement en fonction des conditions locales. Avec cette nouvelle organisation scolaire, l'on assista à la généralisation de la sélection précoce des enfants afin de permettre l'accès et le succès aux humanités à des éléments plus jeunes car la formation est longue et des éléments mieux préparés grâce à la diversification des programmes.
La création de l'université Lovanium en 1954, actuelle université de Kinshasa, accentua le goût que le jeune avait pris dans les études dont il réalisait désormais pleinement l'importance. En 1958, la Belgique organisa l'exposition internationale de Bruxelles, dont le but était de montrer à l'ONU et au monde que les Belges n'étaient pas des exploiteurs, mais plutôt des éducateurs. Les missions catholiques s'y investirent pour faire une synthèse de leur projet civilisationnel à travers le pavillon missionnaire catholique congolais dans l'enceinte de l'exposition générale congolaise de Heysel, le livre Vers l'avenir écrit par Lori, Monsieur Lori, et le film Tokende, tous œuvres de Monseigneur Guffins, à qui fut confiée l'organisation de cette participation missionnaire. Avec cette participation, les supérieurs des missions donnèrent comme mission de faire le point de 50 années d'œuvres missionnaires belgo-congolaises et de montrer que les missions belges n'avaient pas perdu l'aspect terrestre de la vie chrétienne, notamment au foyer familial, qu'elles aidaient la jeunesse à s'engager résolument dans les divers secteurs de la vie des activités humaines et qu'elles étaient largement associées à la lutte pour l'hygiène, contre la maladie, la misère et l'analphabétisme. Il fallait aussi montrer que la chrétienté du Congo belge était solidement établie, dynamique, riche d'espoir. Après avoir passé en revue toute cette évolution de l'œuvre de civilisation, nous allons proposer une conclusion. Et cela part d'une question. À quoi sert l'histoire finalement? Telle est la question 1000 fois répétée à tous les niveaux de la société congolaise où la révisitation du passé national est pourtant une exigence fondamentale, mais où les études historiques n'ont pas la cote qu'elles méritent. Lors du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC, j'ai tenté d'y répondre en soulignant qu'en tant que mémoire de la nation et éducatrice de la vie humaine, elle empêche le peuple de périr par la répétition des erreurs du passé et elle lui accorde un viatique dans son voyage ininterrompu de génération en génération. J'y écrivais notamment, je cite, « C'est l'histoire qui permet d'innover, de rénover, de restituer les connaissances dissipées, maquillées ou dissimulées, de consolider les faits et événements pour qu'ils ne périssent pas, mais soient porteurs de vérité et enfin de fonder une citoyenneté en construction sur des bases solides. » Fin de citation. L'État congolais devrait donc considérer la recherche historique comme un trésor et inciter davantage l'enseignement facultaire à la traiter comme une nourricière. En choisissant de révisiter aujourd'hui le projet civilisateur de la colonisation belge au Congo, je voudrais lancer un cri pour dire que la perte de son histoire représenterait pour le peuple congolais la perte d'un atout majeur pour la libération mentale et contre sa dépendance pérenne qui fut justement au cœur du projet civilisateur. En effet, pourquoi Léopold II, puis les Belges, investirent-ils tant au Congo pour l'œuvre missionnaire, alors que le but de la colonisation était de tirer de cette colonie sa richesse multiple? Des intentions ont été attribuées au roi souverain, parfois blasphématoires, véhiculées par exemple par cette prétendue lettre aux missionnaires qui n'auraient jamais osé écrire, tant les missionnaires étaient, pour leur part, convaincus qu'évangéliser le Congo, c'était apporter le salut à ses habitants. Il fallait aller au-delà de la forme, aller à l'essentiel, à l'esprit de la colonisation. Léopold II et les Belges étaient bien conscients que leur œuvre de prédation ne se pouvait dans la durée si elle ne s'appuyait sur une œuvre de civilisation, celle-ci étant entendue comme un programme de transformation, d'ébranlement collectif de la société congolaise, appelée à partager la même vision du monde, la même culture que la société belge, en vue d'en faire une main-d'œuvre et de consommateurs convaincus de la justesse de leur État. En effet, faire évoluer la race vers le travail spontané, libre et généralisé
pour être fructueux, avait besoin d'une communauté d'idéal, absolue en sa doctrine, ses droits et ses devoirs, capable de réduire, grâce aux préceptes d'humanité, de charité, de respect et de soumission envers toute autorité légitime, la théorie de l'antipathie foncière entre les Blancs et les Noirs, et d'amener ces derniers à considérer les premiers non pas uniquement comme des maîtres à respecter et à qui se soumettre, mais aussi comme des bienfaiteurs attachants et salvifiques. Le meurtre de Vansas est un de ces incidents qui convainquit le colonisateur que l'option ayant marqué les premiers temps de la conquête, à savoir la contrainte brute érigée en mode de gestion, et que Daniel Van Groeck et Adam Oschalt ont largement stigmatisé, n'était pas pleinement productive. C'est à cet effet que la hiérarchie rappelait aux autorités territoriales qu'elles étaient chargées d'être les agents de la civilisation auprès des populations indigènes et devaient donc réprimer certaines pratiques telles que les danses dans sa circulaire du 16 janvier 1912. Mais elle s'était depuis belle lurette convaincue que les lois et les magistrats étaient inaptes à buriner cette civilisation dans le cœur des indigènes, comme devait le souligner plus tard le Rufast. Je cite, « Sans doute, nos lois cherchent à faire disparaître ce qui, dans la vie traditionnelle, peut nuire au maintien et au développement des sociétés indigènes et à y introduire des germes de progrès. Mais partout, les lois à elles seules sont insuffisantes pour exercer une action féconde sur les sociétés auxquelles elles s'appliquent, car elles ne règlent pas tous les aspects de la vie humaine. Pour ceux pour lesquels elles disposent, elles ne trouvent leur exécution forcée que dans le cas dont l'autorité a connaissance. Souvent, d'ailleurs, les législateurs éprouvent des difficultés à trouver des sanctions qui en assurent efficacement l'exécution. Il faut donc autre chose que les dispositions législatives pour que les sociétés répondent entièrement à leur but. Il faut qu'à côté des lois écrites, il y ait des lois morales qui règlent les rapports entre les hommes, même dans les situations pour lesquelles les lois écrites n'ont pas disposé. Il faut que les individus soient imprégnés de ces commandements d'ordre moral, que leur conscience en soit le gardien vigilant. Dès lors, d'ailleurs, les lois écrites seront plus généralement et plus scrupuleusement observées, car le plus souvent, elles s'inspirent ou ne sont qu'une application de ces principes de morale. Dans le pays où ils sont en honneur, les sanctions légales sont même renforcées, car à celles commises par la loi viendra s'ajouter la sanction si efficace de la désapprobation publique. Fin de citation. Il fallait donc désormais user de persuasion. Et c'est à cette œuvre persuasive que Léopold II lui-même, contrairement à ce qui advint dans les autres colonies, appela les missions à participer, tant cette persuasion était au cœur de l'évangélisation. Il réalisait bien que ces principes fondamentaux d'ordre moral dont avait besoin son œuvre coloniale, à savoir notamment le respect de la vie humaine, l'honnêteté, l'équité, la morale et l'amour du prochain, étaient en un mot les principes qui sont à la base du christianisme qui, de ce fait, a à ne le considérer que sous l'aspect de ses fins purement terrestres, en faisait un des facteurs les plus importants de la civilisation. Pierre Ryckmans, longtemps gouverneur général du Congo belge, n'a pas désavoué ses prédécesseurs quand il écrivit ces lignes donnant l'esprit du fonctionnaire missionné pour la civilisation. Il écrivait, je cite, « Il y a d'ailleurs des points sur lesquels je ne suis pas d'accord, notamment, et c'est d'importance, quand M. Lori entend dissocier christianisme et civilisation occidentale. Sans doute, le christianisme n'a rien à voir avec les techniques modernes. Mais qu'est-ce que la civilisation occidentale, sinon ce que le christianisme précisément l'a fait? C'est sa base chrétienne qui la distingue de toutes les autres. Et à ce titre, je lui reconnais une primauté objective, réelle, sur la culture africaine. C'est cette valeur absolue de la civilisation occidentale qui seule justifie notre action dite civilisatrice. Moi, j'y crois, et c'est parce que je crois que j'ai fait carrière en Afrique. »
Je crains que la tendance à mettre par fierté de race la culture bantoue sur le même pied que la culture occidentale est un des grands dangers qui menacent les jeunes nationalismes africains en les poussant à des erreurs difficilement réparables. Fin de citation, il le disait en 1957. Pierre Ryckmans doit, au-delà de la propagande coloniale, avoir intériorisé cette façon dédaigneuse de regarder les Bantous depuis le temps où il était résident de l'Urundi. Avec les Pères Blancs, il œuvra à l'entretien d'un mythe ambigu, à savoir une stratification sociale très particulière, pasteurs, nobles, agriculteurs, chasseurs et artisans, les parias, confondus dans le concept de race, les Tutsis, les Hutus, les Twa. Dans la guerre civile et les génocides découleront des germes mortels en surface d'une iconographie flatteuse pour les Tutsis et en profondeur d'une psychologie comparée dont firent les frais les Hutus rangés dans la catégorie Bantou. Je le cite rapidement. Les Batutsi étaient destinés à régner. Leur seule prestance leur assure déjà, sur les races inférieures qui les entourent, un prestige considérable. Leurs qualités et même leurs défauts les rehaussent encore. Ils sont d'une extrême finesse, se meuvent dans l'intrigue comme dans leur élément naturel. Fiers avec cela distants, maîtres d'eux-mêmes, se laissant rarement aveugler par la colère, écartant toute familiarité insensible à la pitié et d'une conscience que les scrupules ne tourmentent jamais, rien d'étonnant que les braves Bahutus, moins malins, plus simples, plus spontanés et plus confiants, se soient laissés asservir sans esquisser jamais un geste de révolte. Ils ont, eux, toutes les caractéristiques de la race bantoue. Petits et trapus, grosse tête, face joviale aux rides profondes, nez largement épaté et les lèvres classiques du nègre. On les distingue des Batutsi au premier regard. Fin de citation. Voilà donc le débat dans lequel ce texte voudrait introduire. L'enjeu sous-jacent est de voir le peuple congolais acquérir une conscience contemporaine de sa manipulation par le colonisateur qui voulait le voir admirer le cuir qui lui écrasait la tête. Il faut qu'au nom de cette étape passée de sa vie communautaire, il prenne son destin entre ses mains, car quel que soit le besoin d'apaiser ses relations déjà centenaires avec la Belgique et les Belges, que jamais il n'oublie ce qu'il a été sous la traite négrière et la colonisation. Tout simplement une chose instrumentalisée. C'est à cette condition qu'il pourra répondre utilement à certaines questions soulevées par Didier Mumengi dans son dernier livre, Réécrire l'histoire. Je cite certaines de ces questions et je terminerai par là. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Sommes-nous des merveilles de la création divine ou programmés esclaves? Sommes-nous capables de génie inventif ou prédéterminés comme damnés de l'humanité et voués à la colonisation? Comment entreprendre la transformation fondamentale de notre conscience, de notre manière de penser, de notre éthique et de notre vie politique? Et enfin, si une telle transformation est encore possible, comment et d'où viendrait-elle, d'où devrait-elle venir? Voilà les quelques réflexions que j'ai voulu présenter concernant toute cette problématique de la civilisation qui a été au cœur de l'œuvre coloniale et bien avant la colonisation, au cœur du problème de la traite négrière. Je vous remercie.